Qui a dit que l'humour n'a pas sa place dans la lutte contre la désinformation? Au-delà de la vérification des faits et de l'éducation aux médias, l'humour peut aussi faire partie de l'arsenal contre ce phénomène. Sur le web et sur les ondes d'Ici Première, Olivier Niquet pratique cet art avec brio depuis plusieurs années. Ses cibles de prédilection, les radios d'opinion et les réseaux sociaux. Olivier Niquet, bonjour. Bonjour. Très content que ça se produise. C'est une rencontre qu'on a longtemps souhaitée et là, ça se matérialise. Enfin. T'avais hâte, hein? Ben oui, j'attendais à ce que vous m'invitiez avant. Ben là, ça se fait. Puis on est bien content. Parce que ce qu'on constate, c'est que au fil des ans, dans tout ce que tu fais, sur toutes sortes de plateformes, la désinformation est présente, puisque c'est un peu en toile de fond des choses dont tu traites. Dans les médias! Et qui est bon. Comment ça s'est produit? Comment la désinformation a croisé ton chemin? Ben moi, ça fait plusieurs années que je m'intéresse à ce que disent les animateurs puis les chroniqueurs de médias plus populistes. Puis, ben, ça fait partie un peu de leur arsenal, ça, la désinformation. Au début, je m'intéressais à eux à cause qu'ils exagéraient beaucoup. Mais ça, c'est une forme aussi de désinformation, hein. Faire croire qu'une situation est pire que ce qu'elle est, ça fait partie de la désinformation. Puis c'est ce qui m'intéressait au départ. Puis au fil du temps, ben, j'ai vu que c'était pas leur seule technique qu'ils utilisaient. Le sperme non-vax vaut en ce moment 4 fois plus cher que le sperme vax. C'est donc bien drôle, ça. C'est la réalité. Bon, évidemment, non. C'est pas la réalité. C'est une fausse nouvelle, un vulgaire photoshopage d'une nouvelle du Jérusalem Post partagée par les conspirationnistes sur les réseaux sociaux. Mais tout est dans la façon de parler de la désinformation. Qu'est-ce que tu gardes en tête quand tu le fais? Parce qu'on le sait que c'est délicat, qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, qu'il ne faut pas nécessairement ostraciser certaines personnes qui nous écoutent. Ben moi, c'est sûr que je m'intéresse d'abord à ce qui se dit dans les médias. Je m'intéresse beaucoup moins aux influenceurs conspirationnistes. Ça, c'est la première chose. Mais j'essaie aussi de le faire avec humour parce que je pense qu'on peut rejoindre plus de monde avec ça. Tirer des gens par l'humour, mais leur passer aussi de l'information importante. On le sait aux États-Unis, là, pendant un certain temps, là, des émissions comme le Daily Show, c'était la principale source d'information d'une grande proportion de jeunes Américains. Donc, moi, j'essaie de faire ça un peu aussi. Je suis tanné de vivre dans la peur. Puis je vois qu'il y a des gens qui sont tétanisés. Il y a encore des gens qui veulent pas voir leurs enfants en présentiel. Là. Oui. Ça, là, c'est le résultat du canal niaiseuse. Là. C'est le résultat d'RDI. Oui, le canal niaiseuse, j'imagine que c'est LCN. Bon, c'est un peu misogyne, mais en plus, on dirait une joke d'un enfant de 5 ans, puis il n'a même pas réussi à en trouver une pour RDI, genre le réseau des imbéciles. Je vous la donne, c'est gratis. Puis je pense aussi que l'humour, ça permet d'être moins confrontant un peu, parce que, plutôt que de répondre à quelqu'un que c'est un maudit cave, comme on peut lire souvent sur les réseaux sociaux, ben si on lui répond par une blague, ben déjà, c'est un peu moins confrontant. Juste de montrer que ce qu'ils disent, ben ça n'a pas vraiment d'allure. Puis il y a une façon d'un peu de montrer aux gens que ce genre de discours-là existe. Vous savez, un passeport vaccinal pour rentrer dans des commerces, là, c'est pas très différent que de dire à quelqu'un « les Blancs peuvent rentrer puis les Noirs, non ». Je voudrais quand même rappeler à Vincenzo une distinction ou une exclusion basée sur autre chose qu'un motif interdit de discrimination. On appelle ça un règlement. C'est pour ça que lui-même interdit au monde de venir en chest dans ses cinémas. Ou d'apporter sa propre nourriture. Voilà. Comment tu qualifierais cette évolution-là? Est-ce qu'il n'y a pas un recadrage qui doit être fait? Tout ça est très délicat, parce qu'il est question de liberté d'expression. Mais comment tu vois ça? Bien, moi, c'est sûr que je suis absolument pas pour faire taire ces personnes-là. Je suis 100% pour la liberté d'expression. Je pense que ça passe plus par les propriétaires de leur station, les annonceurs aussi, qui doivent être plus sensibilisés à ça, parce que tout ça, ça reste une question d'argent, là, parce que ces animateurs-là, ils font ça pour le cash d'abord, parce que on est dans une économie de l'attention. Fait qu'eux autres, pour attirer l'attention, bien, ça implique de susciter la colère des gens, des deux camps, comme je disais. Puis, mais tu sais, moi, je suis assez positif en général, là. Je suis optimiste. Tu sais, j'ai l'impression qu'on est dans une phase temporaire où il faut s'adapter aux nouvelles réalités des réseaux sociaux. Ça change, tout change très, très vite. Puis ça passe par l'éducation aussi dans les écoles. Ce que tu fais, d'ailleurs,
Oui, moi, je fais des conférences dans les cégeps. Je parle à des jeunes qui sont super allumés, qui sont intéressés par ça. Ce que je me rends compte, par contre, c'est qu'eux, ils suivent pas du tout les médias traditionnels. Là. Si je fais un sondage là, dans la salle là, à chaque fois, savoir combien parmi vous écoutent la radio. Il n'y en a pas qui écoutent la radio. Ben, ils suivent les réseaux sociaux, des balados, ce genre de trucs-là, mais c'est ça. Ils n'écoutent pas la radio. Fait que moi, je leur donne des exemples concrets pour expliquer des mécanismes de la désinformation pour chaque cas. C'est du totalitarisme sanitaire. Dictature sanitaire. Oui. Je sais que tu as fait un segment qui a pas mal marché là-dessus. L'idée d'une dictature sanitaire dans laquelle on se trouve là, au Québec. Oui, en ce moment, on est dans une dictature sanitaire. Semble-t-il. C'est ça, là. On est en train de vivre dans un monde totalitaire. Il ne faut vraiment pas connaître c'est quoi une dictature pour dire ce genre de truc-là, mais ça fait partie aussi de leur stratégie. Là. Ils ont certains chroniqueurs plus intellectuels qui inventent des concepts un peu là, pour le sanitarisme? Le sanitarisme, dictature sanitaire, utopie, hygiéniste, toutes ces affaires-là, pour donner l'impression que ça n'a pas d'allure dans le monde dans lequel on vit. Moi, je suis convaincu en tant qu'intellectuel que dans 20-30 ans, d'après moi, le sanitarisme va être considéré comme une des grandes utopies, des grandes faillites de l'histoire humaine. Et dans 20-30 ans, on va se trouver vraiment niaiseux d'avoir un jour pensé que c'était important de se laver les mains en sortant des toilettes, que la sexualité, c'est plus sécuritaire avec un condom et que le poulet, c'est mieux cuit. Tout ça. Puis ce qui me fascine aussi, c'est que souvent, ils reçoivent... Ils en ont donné de la visibilité à certains leaders conspirationnistes. Ils en ont dit beaucoup de niaiseries. Puis souvent, ce qu'ils font, c'est qu'une fois qu'ils sont dénoncés sur la place publique, puis là, ils se rendent compte qu'ils sont allés trop loin, bien, ils effacent. Ils retirent les contenus. Ils retirent les contenus, les extraits audio de leur site Web, comme si ça n'avait jamais existé. Donc, ça, c'est une stratégie qu'ils utilisent régulièrement. Pour combien de temps encore tu vas suivre ce beat-là de l'écoute attentive des radios d'opinion? C'est une question que je me pose chaque année. Mais je continue de m'intéresser à ça, puis on dirait que la bêtise, c'est une ressource inépuisable, un puissant fond. Donc, je pense que j'en ai encore pour quelques années.